Les SUV, vous les aimez, vous les adorez. On vous propose donc un tour d'horizon de tout ce qu'il faut voir dans ce domaine sur ce Mondial de Paris. On commence ce reportage sur les SUV par un incontournable, il s'agit du Toyota RAV4. Il y a quelques années, le RAV4 était le leader du segment, mais aujourd'hui il a été dépassé par un Peugeot 3008 par exemple ou un Renault Kadjar. Nouvelle génération donc de RAV4 qui n'a plus rien à voir avec les précédentes, avec un style beaucoup plus anguleux, beaucoup plus marqué à l'image du Toyota CHR par exemple. Et bien sûr, il sera disponible uniquement en hybride, la marque de fabrique de Toyota. Chez Audi, c'est tout simplement la foire aux SUV. Il y en a partout et pour tous les goûts. On commence par l'Audi SQ2 qui est la version sportive du Q2 animée par le moteur de la S3 de 300 chevaux. On continue par un modèle un peu plus grand public entre guillemets. Il s'agit du tout dernier Audi Q3 ici en orange. Alors un nouveau Q3 complètement repensé notamment au niveau d'une identité beaucoup plus forte avec un travail sur les projecteurs, sur la calandre désormais octogonale, beaucoup plus massive. Vous avez un véhicule plus habitable, plus grand avec un plus grand coffre et bien sûr une instrumentation 100% numérique. Nous avons déjà effectué l'essai sur Caradisiac, vous pouvez le consulter. Ensuite, on continue toujours chez les SUV avec le Q8. Le Q8 c'est quoi? C'est tout simplement le premier SUV coupé de chez Audi. Un véhicule qui vient chapeauter tous les SUV. Il s'agit d'un véhicule imposant, 5 mètres de long, plus de 2 tonnes, qui est animé pour l'instant par un seul moteur, un 50 TDI de 286 chevaux. Il y aura d'autres moteurs qui arriveront par la suite. On retrouve la planche de bord classique de tous les véhicules haut de gamme de chez Audi avec une instrumentation numérique, mais également 2 autres écrans pour tout ce qui est multimédia. C'est un véhicule relativement onéreux, bien sûr les prix commencent à 78 000 €. Et bien sûr le SUV chez Audi c'est aussi la vision du futur et cette vision du futur se nomme e-tron. Il s'agit du premier SUV 100% électrique de la marque. Venez le voir, il se trouve là-bas. Un véhicule qui dispose d'une autonomie d'à peu près 400 km, qui sera commercialisé en fin d'année à des tarifs qui débuteront aux environs des 80 000 €, qui aura la particularité d'avoir des rétroviseurs remplacés par des caméras. Et bien sûr, on retrouve toujours l'instrumentation 100% numérique de chez Audi. Pas de doute, chez Audi, on aime beaucoup le SUV. Vous avez devant les yeux les 2 grosses nouveautés sur le segment des SUV de Mercedes. À ma droite, le GLE de 2e génération et à ma gauche, l'IQC, le premier SUV 100% électrique de Mercedes. Alors on va s'attarder tout d'abord sur cet IQC donc, qui ressemble vraiment à un GLC. Pourtant, c'est un véhicule totalement nouveau, 100% électrique, je le disais, qui a la possibilité d'avoir une autonomie d'à peu près 450 km, qui sera commercialisé à mi-2019 et qui dispose d'un moteur de 408 chevaux. La commercialisation, je vous rappelle, mi-2019. Ensuite, concernant le GLE, 2e génération donc, puisqu'avant le GLE c'était la version restylée du ML, un véhicule toujours aussi imposant, 4,89 m. Les lignes sont relativement conformes à ce que c'était auparavant. On retrouve cette vitre de custode traditionnelle sur le ML. Un véhicule qui est disponible, et c'est une première, en 7 places, mais surtout ce qui impressionne, c'est l'intérieur du GLE qui adopte, comme toutes les Mercedes actuelles, une double dalle numérique au niveau de l'instrumentation mais également du multimédia de plus de 12 pouces chacune. Pas de doute, là-dessus Mercedes frappe fort. Chez Seat, la nouveauté c'est le Tarraco, le premier SUV 7 places du constructeur espagnol. Alors il reprend une plateforme bien connue puisqu'il s'agit de celle du Skoda Kodiaq mais également du Volkswagen Tiguan Allspace et peut donc transporter jusqu'à 7 personnes. Par rapport aux autres modèles du constructeur espagnol, il se différencie par une calandre totalement inédite, plutôt réussie, assez dynamique, mais également par la possibilité d'avoir une instrumentation 100% numérique, ce qui est une première chez Seat. A noter qu'il dispose d'un coffre très généreux de 760 litres et peut donc transporter jusqu'à 7 personnes. Les prix débuteront aux environs de 32 000 €. La commercialisation interviendra en 2019.
Impossible de ne pas évoquer le Duster, le SUV le moins cher du marché à partir de 12 000 €. Une seconde génération commercialisée depuis le début de l'année, beaucoup plus sympa en termes de look, mais également en termes de présentation intérieure et avec des équipements qui sont enrichis, comme par exemple une caméra de recul. Vous avez des moteurs essence et diesel, 2 ou 4 motrices. Le SUV le plus vendu en France, c'est lui, le Peugeot 3008. Vous le reconnaissez, il est exhilant depuis le marché depuis quelques années et cartonne littéralement au niveau des ventes. La nouveauté, c'est qu'il est disponible maintenant en version hybride, ce qui lui permet d'avoir, grâce à des moteurs électriques 4 motrices, mais également une autonomie 100% électrique de 50 km. Autant dire tout de suite que ça va permettre d'assurer encore sa suprématie sur le marché français. Le SUV de luxe à la française, c'est le DS7 Crossback qui profite du Mondial de Paris pour présenter aujourd'hui une version hybride. Alors vous, la version hybride, vous la différenciez notamment par le petit logo, une appellation e-Tense qui qualifie à la fois les véhicules électriques mais également hybrides de la marque française. Vous pouvez rouler comme sur le 3008 en 100% électrique en 50 km. Vous disposez de 4 motrices avec toujours une présentation beaucoup plus soignée et différente des autres SUV français. Alors pourquoi pas opter pour le DS7 Crossback. Chez Renault, le SUV compact, c'est bien sûr le Kadjar qui bénéficie à l'occasion de ce salon de Paris d'un restyling plutôt léger puisqu'il porte sur un peu de chrome sur la calandre, un nouveau bouclier, nouvelles optiques. Il allait de même à l'arrière avec l'apparition par exemple de fausses sorties d'échappement, mais la plus grosse déception provient de l'intérieur car en effet il évolue que très peu, ce qui était pourtant son point faible. Vous avez toujours un écran 7 pouces, certes, qui est mieux intégré, mais c'est très loin d'être la folie. Nouvelle commande de climatisation. Par contre, de nouveaux moteurs apparaissent, comme un 1.7 litre DCI de 150 chevaux. Pour le reste, et on va dire, faut être honnête, on est un peu déçu par ce Kadjar. On aurait estimé que ce restyling aurait pu être plus important. L'une des grosses nouveautés du segment, c'est le Citroën C5 Aircross qui reprend la plateforme du Peugeot 3008. Mais comme vous pouvez le constater, au niveau du look, ça n'a plus rien à voir. Deux véhicules très distincts. On retrouve bien sûr l'identité visuelle des Citroën actuels. Un véhicule moins dynamique au niveau des lignes, plus arrondi. Et cette différence se retrouve énormément dans l'habitacle des deux véhicules, puisque sur le Peugeot, on a un système de high cockpit bien connu, ce qui n'est pas du tout le cas sur le Citroën, où on a une présentation plus classique, avec tout de même une instrumentation 100% numérique. Il faut noter que ce C5 Aircross dispose d'une modularité et d'un volume de chargement un peu plus aisé, on va dire, que le Peugeot. À noter enfin qu'il dispose de Citroën Advanced Comfort, une nouvelle norme en matière de confort chez Citroën. Les mécaniques sont les mêmes que sur le Peugeot 3008. Il disposera lui aussi d'une version hybride dans quelques mois à l'essai mi-novembre sur Caradisiac.